Ces dernières années, les scientifiques ont fait 2 découvertes majeures sur notre univers. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu jeter un coup d'œil dans son lointain passé, et nous avons appris quelque chose qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Quelles sont ces découvertes, et que signifient-elles pour nous? Découvrons-le dès maintenant. Récemment, nous avons découvert la première image en couleur du télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un cliché époustouflant qui comprend des milliers d'anciennes galaxies. Cette lumière la plus ancienne de l'histoire de l'univers remonte à plus de 13 milliards d'années. C'est seulement 600 millions d'années après le Big Bang. C'est un peu comme si l'on jetait un coup d'œil dans l'album de bébé de l'univers. Mais ce n'était que le début. Les astronomes s'attendaient à trouver ainsi de jeunes et minuscules galaxies, mais ce qu'ils ont découvert a été une véritable surprise. Impossiblement précoce, impossiblement grande. Et tout cela à partir d'un minuscule point rouge. L'auteur principal de cette étude, Ivo Labbé, travaillait sur son ordinateur comme d'habitude, lorsque soudain il a obtenu 2 chiffres. Âge, 13,1 milliards d'années. Poids, 100 milliards d'étoiles. Lorsqu'il a compris ce que cela signifiait, il a failli recracher son café. Mais ce point rouge n'était que le début. Le lendemain, ils ont trouvé 5 autres galaxies semblables. Il s'avère que ces 6 galaxies massives sont aussi vieilles que la Voie lactée elle-même. Toute l'équipe de chercheurs n'en revenait pas. Ils se sont dit « Attendez, quoi? Ces galaxies n'auraient pas pu être aussi développées si tôt dans le temps. Avons-nous fait une erreur ?» Mais non. Le télescope spatial James Webb, le nouveau mec branché de l'espace, possède de sérieuses capacités. Il peut voir à travers les nuages de poussière grâce à sa vision infrarouge et repérer des galaxies jusqu'alors invisibles. Fini Hubble, il y a un nouvel observateur d'étoiles dans les parages. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle tant changé la donne? Eh bien parce qu'elle affecte notre compréhension de la formation des galaxies. Essayons d'expliquer. Il y a très longtemps, 13,8 milliards d'années pour être précis, notre univers est né. Il se la coulait douce pendant un certain temps, puis a commencé à former les premières galaxies. 6 galaxies étaient remplies de gaz et de poussière. Finalement, ce gaz a commencé à se transformer en étoiles. Certaines galaxies étaient plus massives et en comptaient davantage, tandis que d'autres étaient très plus légères et n'en comptaient presque aucune. Quoi qu'il en soit, elles se sont toutes développées progressivement. Les étoiles qui les composent sont nées lentement et sans heurts. C'est ce qu'expliquent nos modèles actuels. Mais les nouvelles observations du télescope spatial James Webb révèlent une surprise inattendue. Il semble que même au début de l'univers, nos amies anciennes avaient beaucoup d'étoiles. Bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Si tel est le cas, ces galaxies sont en quelque sorte les surdouées du cosmos. Elles ont sauté la phase de croissance petite et graduelle pour devenir des briseurs d'univers géants. Selon notre modèle cosmologique actuel, elles ne devraient même pas exister. Et pourtant c'est bien le cas. Il semble donc qu'après le Big Bang, les étoiles se soient formées beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Ce qui est assez étrange, cela pourrait signifier qu'il manque quelque chose dans notre compréhension de la formation des galaxies. Comme tu peux le constater, ces briseurs d'univers portent bien leur nom et risquent de produire un certain consensus parmi les scientifiques. L'univers s'est dit « Hey, je suis sur le point de bouleverser tous vos modèles cosmologiques. » Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. De nombreuses théories pourraient expliquer ces découvertes stupéfiantes sans remettre en cause notre modèle standard. Par exemple, la lumière que nous observons ne provient peut-être pas des étoiles, mais des disques tourbillonnants qui entourent les trous noirs supermassifs. Tisseux colosses cosmiques peuvent engloutir de la matière et recracher un spectacle lumineux éblouissant. L'œil avisé du télescope James Webb détecte ces énigmatiques disques d'accrétion comme jamais auparavant. Ou peut-être, ces galaxies jouent-elles à cache-cache avec nous? Peut-être y a-t-il d'autres éléments de l'histoire que nous n'avons pas encore découverts. Après tout, l'univers est vaste et mystérieux, et nous ne faisons que commencer à en effleurer la surface. Oh là, ralentissons un peu. Avant même d'essayer d'expliquer tout cela, nous devons confirmer si ces anciennes galaxies sont vraiment si vieilles. Même s'il ne s'agit que de trous noirs supermassifs, il s'agit toujours d'un changement stupéfiant. Nous devrons attendre environ 1 an pour le savoir. Une chose est sûre, le télescope spatial James Webb nous a donné une précieuse leçon. Il faut s'attendre à l'inattendu. Et ce n'est que le début de celui-ci. L'équipe d'Ivo Labbé n'est pas la seule à avoir fait une telle percée. Il y a aussi une équipe qui prétend avoir percé les secrets du passé de l'univers.
ce qui vaut 2 prix Nobel en soi. Faisons fi du télescope spatial, James Webb. Cette découverte est due à une antenne plus petite qu'un réfrigérateur et qui coûte un peu moins de 5 millions de dollars. C'est la chasse aux bonnes affaires dans l'espace. Les astronomes ont capté ce signal qui leur a réservé quelques surprises. Il provient des premières étoiles de notre univers, à l'époque où elles commençaient à peine à scintiller. On peut redire bonjour à nos ancêtres célestes. Le signal était plutôt étrange par ailleurs. Les températures étaient anormalement basses, et une onde très prononcée a laissé les astronomes perplexes. Quelle pouvait être la cause de tout cela? Il existe une théorie. La matière noire pourrait être en cause. Si tel est le CA, nous pourrions être à l'aube d'une grande découverte. Imagine que tu regardes le ciel nocturne rempli d'étoiles, mais qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas voir. C'est comme un manteau invisible qui recouvre l'univers tout entier. Les scientifiques appellent cette chose mystérieuse la matière noire. La matière noire est comme le fantôme de notre monde. Elle n'émet, n'absorbe ni ne reflète aucune lumière. Nous ne pouvons pas la voir avec des télescopes ou avec nos yeux. C'est pourquoi nous l'appelons matière noire. Mais si nous ne pouvons la détecter d'aucune manière, comment savons-nous qu'elle existe? Grâce à son attraction gravitationnelle. Un jour, nous avons remarqué que notre compréhension de la création des galaxies était erronée. D'après nos calculs, elles auraient dû être constituées d'un amas de gaz chaotique. Mais quelque chose les a maintenues ensemble, les transformant en spirale, comme une sorte de colle invisible. Nous nous sommes alors demandé si cette colle invisible n'existait pas réellement. Si la Lune était invisible, nous soupçonnerions quand même qu'elle existe quelque part, parce que sa gravité affecte les marées de la Terre. C'est également le cas de la matière noire. Sa gravité influence le mouvement des galaxies et d'autres objets cosmiques. En fait, la matière noire représente une grande partie de l'univers, environ 27% de celui-ci. En outre, la matière normale, que nous pouvons voir, comme les étoiles, les planètes et les galaxies, ne représente qu'environ 5% de l'univers. Ainsi, même si nous ne pouvons pas voir la matière noire, il y en a en réalité plus dans l'univers que tout ce que nous pouvons distinguer. Les scientifiques tentent encore de déterminer si la matière noire existe et de quoi elle peut être constituée. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être formée de particules exotiques, bien différentes des particules auxquelles nous sommes habitués. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme de matière étrange, encore non découverte, qui n'interagirait pas du tout avec la lumière. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mystère intrigant. Et si nous confirmons un jour l'existence de la matière noire, notre compréhension du monde changera à jamais. Tu comprends maintenant pourquoi l'excitation de la communauté scientifique est palpable. Si cette découverte est confirmée, nous aurons la première preuve réelle de l'existence de la matière noire. Cette découverte pourrait même être plus importante que celle du Big Bang lui-même, car, comme le disent les astronomes, nous sommes faits de matière stellaire et nous entrevoyons donc. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons.
C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée et aujourd'hui requalifiée de planète naine, a un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens.
Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. Des dizaines de vaisseaux spatiaux et des centaines de sondes décollent de la Terre et se dirigent vers la sœur jumelle de notre planète, Vénus. Elle est de taille similaire à la Terre et pèse environ 80% de la masse de notre planète. Les températures y sont trop élevées pour les humains et on n'y trouve pas l'air que nous avons l'habitude de respirer. Mais nous y sommes allés car les scientifiques ont récemment trouvé des traces de phosphine, ce qui suggère que la vie pourrait s'y trouver. La phosphine est un gaz provenant de divers microbes et bactéries. L'humanité fait donc ce voyage pour découvrir cette potentielle forme de vie. Avec notre technologie, un vol vers Vénus prendrait entre 3 mois et demi et 6 mois et demi. Mais nous y sommes finalement arrivés. Des vaisseaux spatiaux atterrissent sur la planète, et lorsque les premiers humains arrivent à la surface, ils voient des déserts brûlés par la chaleur, des lacs de lave et des geysers d'acide toxique. Et c'est tout. Les scientifiques ont mal calculé les données du radiotélescope. La phosphine n'a jamais existé sur Vénus. Alors on retourne aux fusées et on se prépare pour un plus long voyage à travers notre galaxie. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir pas moins de 36 civilisations similaires à la nôtre dans la Voie lactée. Elles pourraient abriter des organismes vivants complètement différents de nous, qui auraient des corps ou des yeux différents des nôtres et qui pourraient marcher et parler d'une manière très différente de la nôtre. Mais une civilisation avancée a plusieurs critères, des progrès technologiques et l'utilisation d'une communication développée entre les individus. Ces civilisations doivent donc explorer l'espace, construire des villes et être capables de communiquer entre elles en tant qu'espèces indépendantes. Observons notre galaxie et tentons d'identifier ces mondes civilisés. La Voie lactée est une spirale de 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Si une étoile naît à l'une de ses extrémités lors d'une explosion surpuissante, la lumière de cet événement n'atteindra l'autre extrémité que 100 000 ans plus tard. Il y a environ 100 milliards d'étoiles et près de chacune d'elles, il y a peut-être des mondes similaires à notre système solaire. Essayons de trouver ces mondes habitables à l'aide de filtres géants.
Tout d'abord, cherchons des étoiles contenant beaucoup de fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite pour le développement de la vie. Et le fer présent dans le système stellaire aidera à former les noyaux des planètes qui accueilleront une autre civilisation. En passant la Voie lactée au filtre, on peut voir qu'il y a trop d'étoiles qui correspondent à cette description. C'est pourquoi nous avons besoin d'un autre filtre. Maintenant, trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil dans cet amas. L'étoile doit être environ 100 fois plus grande que la Terre et 333 000 fois plus lourde. Un critère important est l'âge de l'étoile. Lorsqu'une étoile vieillit, elle commence à se dilater et se transforme en géante rouge. À ce moment-là, elle peut absorber les planètes qui l'entourent. La vie d'une telle étoile peut se terminer par une énorme explosion qui détruit tout ce qui l'entoure. L'étoile que nous recherchons doit donc être relativement jeune. Utilisons à nouveau notre filtre. Il y a moins d'étoiles, mais encore beaucoup quand même. Maintenant, concentrons-nous sur les planètes. Elles doivent se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Pas trop près d'une étoile, car la température serait alors trop élevée pour que la vie puisse naître. Mais pas trop loin non plus, sinon la planète ne serait alors qu'un bloc de glace sur lequel rien ne vit. La température de la planète doit permettre à l'eau de rester liquide. Un autre critère est l'âge de la planète candidate. Il faut du temps pour qu'une civilisation avancée se développe. D'après l'expérience de la Terre, les scientifiques pensent qu'il faut au moins 4,5 milliards d'années pour qu'une forme de vie évolue jusqu'au niveau humain. Nous recherchons donc des planètes similaires à la Terre ou plus anciennes. Nous utilisons notre filtre une dernière fois et voilà, nous avons 36 mondes où une civilisation avancée est possible. Les scientifiques ont mené cette étude et l'ont publiée en avril 2020 en se basant sur ces mêmes critères. Il ne reste plus qu'à découvrir ces civilisations et à établir le premier contact. Nous pouvons détecter une telle civilisation en analysant les ondes radio qui en proviennent. Supposons qu'il y ait une planète A sur laquelle se trouvent des organismes vivants primitifs. Des millions d'années d'évolution et ils deviendront une civilisation avec une technologie avancée. Les ondes radio seront leur moyen de communication. Ensuite, la planète entière émettra des ondes radio comme une étoile émet de la lumière. Et ici, sur Terre, nous pouvons capter ce signal avec des antennes pointées vers l'espace. Mais il y a un problème avec la distance entre les planètes. Mettons que la planète A se trouve à 1000 années-lumière de la Terre. Lorsque la planète A commence à émettre des ondes radio, ces signaux ne nous parviendront que 10 siècles plus tard. Nous avons appris à émettre et à recevoir des ondes radio en 1895. Et si la civilisation de la planète A a émis un signal radio au même moment, nous ne pourrons pas capter ce signal avant 2895. Il en sera de même sur la planète A. Nous avons envoyé un message sous forme de signal radio dans l'espace en 1974. Dans ce signal, nous avons encodé notre système de chiffres, l'ADN humain et des informations sur notre système solaire. S'il y a une civilisation avancée sur la planète A, elle ne pourra recevoir ce signal qu'en 2974. Et nous devrons attendre un autre millénaire pour obtenir une réponse de leur part. Un autre problème avec les ondes radio est qu'elles ne ressemblent pas à une lueur constante sur la planète, mais à une éruption. Les ondes radio ne sont utilisées qu'à un certain stade de la civilisation. Au début, c'est la principale méthode de communication, mais ensuite, nous commençons à utiliser les téléphones portables, la télévision par câble et la fibre optique. Et à mesure que la technologie progresse, la lumière des ondes radio commence à s'estomper. Il ne nous reste donc qu'environ 100 ans d'utilisation active de la radio par la civilisation pour la trouver. Un jour, nous avons capté un étrange signal radio d'origine inconnue. Ses caractéristiques suggéraient que ce signal avait été créé artificiellement, peut-être par une civilisation de l'espace ou un vaisseau spatial de passage. D'autres recherches sur ce signal n'ont donné aucun résultat, ce qui a donné lieu à de nombreux débats et théories sur ce qu'il était vraiment. Il aurait pu s'agir d'un signal provenant de la Terre et réfléchi par un satellite volant dans le ciel. Ou cela aurait pu être les traces d'une comète située à quelques années-lumière. Mais supposons que c'était une civilisation de l'espace, l'une de ces 36 qui existent probablement. Maintenant, nous devons entrer en contact avec elle. Nous jetons donc nos bagages dans une fusée et partons en direction de la planète supposée. Nos fusées peuvent voler à 28 300 km/h. Cela signifie qu'une fusée pourrait traverser la largeur des États-Unis en seulement 8 minutes. Mais même si une civilisation avancée vivait près de notre étoile la plus proche, Proxima Centauri, il nous faudrait environ 73 000 ans pour y arriver. Et même à la vitesse de la lumière, cela prendrait 4,2 années. Nous devons donc d'abord résoudre le problème des voyages interstellaires. Nos scientifiques prévoient d'atteindre environ un quart de la vitesse de la lumière au moyen d'un laser.
Un puissant rayon provenant de la Terre poussera une sonde microscopique dans la bonne direction. Cette sonde pourrait atteindre notre destination en 17 ans environ. Et dans 4 autres années, lorsque le signal qu'elle émettra atteindra la Terre, nous saurons s'il y a une civilisation avancée. Une autre possibilité pour voyager plus vite que la lumière est la métrique d'Alcubierre. Le vaisseau spatial devrait comprimer l'espace devant lui et l'étirer derrière sa queue. Nous pourrions alors atteindre n'importe quel point de l'univers en quelques secondes, littéralement. Mais un tel voyage reste un fantasme pour nous. Nous pouvons peut-être nous rendre dans différents coins de l'univers grâce à des trous de verre. Ce sont des raccourcis semblables à des tunnels. Mais il y a un problème. Ces trous de verre pourraient se trouver à l'intérieur de trous noirs. Ce sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si denses que même la lumière ne peut pas s'échapper de leur piège. Nos vaisseaux spatiaux ne supporteraient pas non plus la tension. Il existe aussi une théorie selon laquelle la Terre est unique car elle est née dans des circonstances totalement accidentelles. Il y a 4,5 milliards d'années, notre planète était un bloc de lave qui commençait à refroidir et à se solidifier. Mais sa tranquillité a été rompue par le passage d'un astéroïde de la taille d'une planète entière. La collision s'est produite à un angle tel que la Terre n'a pas été complètement détruite, mais une partie de l'astéroïde est restée dans notre orbite. Ce rocher lourd, près de notre planète, a stabilisé la rotation de la Terre, et l'interaction gravitationnelle avec le débris géant a provoqué le réchauffement de notre noyau. De plus, l'astéroïde a apporté beaucoup d'eau sur Terre. Une telle collision est extrêmement improbable, aussi improbable que de gagner à la loterie plusieurs fois de suite. À ce jour, nous n'avons aucune raison de croire que la vie dans l'espace existe, tout comme nous n'avons aucune raison de croire qu'il n'y a pas d'autres civilisations avancées dans l'univers.